Gunther, tu es intervenu donc pour le sixième Zermatt Summit et j'ai été très heureux de pouvoir donc t'accueillir dans cet événement. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vision de l'écologie, de l'environnement, parce que justement tu as une vision très positive, très enthousiasmante de ces questions. Regarde, si tu veux, regarder le monde avec des lunettes tout à fait négatives, tu as le droit et il n'y a pas que de mauvaises histoires qu'on peut raconter. C'est la réalité. De l'autre côté, si nous souhaitons regarder l'avenir avec quand même un espoir, il faut rechercher là où sont les belles lumières qu'on nous donne pour qu'on puisse quand même transformer cet désastre que nous connaissons en quelque chose qui est une nouvelle réalité. Et pour moi, c'est le plus important, c'est que oui, ça va mal, oui, les statistiques sont désespérantes, mais de l'autre côté, on l'accepte ou on crée un nouveau futur. Alors justement, donne-nous très brièvement, je sais que tu as tellement de projets, mais donne-nous très brièvement quelques exemples de ces projets porteurs d'espoir que tu as contribué à nourrir, à développer et à diffuser. Alors, un petit projet tout des débuts qui a germiné en Afrique, c'était le marc café et les champignons et les déchets de champignons comme excellente nourriture pour les poules. Aujourd'hui, on en a 5000. Et on me dit, Gunther, mais quel succès. Je lui dis, non, 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 au contraire, il faut que j'en ai 1 million. Pour 5000 fermes, tu veux dire, 5000 actuellement. fermes aujourd'hui, Ouais, 5000 entreprises 5000 aujourd'hui, entreprises. mais on devrait réfléchir de quelle manière serions-nous capables d'en faire 1 million d'entreprises, 25 millions d'entreprises, pourquoi pas? Parce qu'il y a 200 millions de tonnes de déchets, alors là, il y a une possibilité. Alors, dans tout ce qui est négatif, il y a un positif. Et je crois que c'est ça ce qui est très important de maintenir cette clarté. Si moi, je regarde les déchets des mines autour du monde, il est évident que c'est le désespoir, le désastre qu'on peut raconter. De l'autre côté, si moi je regarde les déchets de mines, les pierres triturées, la poussière, l'asthme, les maladies respiratoires qu'on connaît, bien entendu, encore une fois, on peut avoir le désespoir pour le reste de la vie. De l'autre côté, on dit, mais voilà, on peut récupérer cette poussière, on le mélange avec polyéthylène de haute densité, 80% poussière, 20% polyéthylène, et on fait un papier, et on va éliminer la nécessité d'usage d'eau pour faire papier, et on va libérer quelques millions de kilomètres carrés aujourd'hui des forêts réservées avec des OGM pour en faire papier qui a besoin de 14 litres par feuille. Alors, les deux cas concrets Hmm. sont de la même réalité. Et ce papier dont tu parles, tu en as déjà fait, il y a eu 100 000 tonnes, je crois, tu en as Non, combien? on est maintenant à une production annuelle d'1 million de tonnes. Ouf, j'étais très en retard. Tu vois, ce qui est Ah merveilleux, c'est oui, que ça tu es va très déjà... vite. Mais, mais, Parce que mais tu étais à 100 000 tonnes il y a quelque temps et maintenant tu es une à fois, 1 million. une fois qu'on met sur les voies le train, une fois que le train est parti de la station, de la gare, Hmm. on n'arrête plus jamais. Et ça, c'est l'avantage du positivisme. Parce que les gens souhaitent s'associer avec le positif. Les gens, l'intuition d'être humain, c'est pas le désastre qu'on souhaite. C'est l'évolution positive, le symbiose. C'est ça ce qu'on cherche. Et c'est pour ça qu'une fois que les gens se rendent compte que c'est possible, on veut faire partie de l'équipe qui fait l'impossible possible. Donc tu as présenté énormément de projets sur des tomates, entre autres en Australie et d'autres. La question qui se pose quand on voit tout ce que tu présentes, c'est comment cela est organisé. Et il me semble que la structure de ton organisation est très postmoderne. Est-ce que tu peux nous décrire comment cela fonctionne au quotidien, puisqu'il y a 38 centres dans différents pays, je crois. Donc comment fonctionne tout cela? Est-ce que c'est du profit, du non-profit? Sous quelle casquette ça fonctionne et comment tu coordonnes tout ça? Alors avant tout, et l'élément le plus important, c'est que nous sommes une non-organisation. Nous ne Une sommes non, pas voilà, organisés. une non-organisation, c'est Nous ne sommes important. pas organisés du tout. Mhm.
on adore le chaos, on répond toujours à l'opportunité, on est toujours flexible pour répondre à ce qu'il faut faire le moment même. Et ça, c'est une approche tout à fait différente. On ne fait pas l'analyse stratégique. On fait pas les audits. Pas de business plan, Pas jamais. pas de plan d'affaires. On ne fait pas parce que c'est une corsette. On ne veut pas avoir cette corsette parce que le monde est toujours sur des vagues de développement. Et alors, il y a tant d'éléments qu'on ne sait pas contrôler que nous préférons être flexibles avec une résilience. Alors, comment on s'organise à la fin de la journée? C'est qu'on a une infrastructure tout à fait horizontale. Le siège de l'organisation, c'est là où je dors. Je n'ai pas de secrétaire, j'organise mes propres voyages. Je n'en ai pas besoin des autres pour me le faire. Je réponds à 200-300 courriers chaque jour, je n'en ai pas de problème. Le plus important, c'est l'action. Et l'action se fasse seulement dans le terrain où il y a besoin de le faire. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, quand il y a, avec les scans d'opportunités qu'on a été invité de faire, on identifie un portefeuille d'initiatives et dans le cadre du consensus qui s'est créé autour de ces initiatives, il faut avoir une équipe qui a un objectif, faire, réaliser. Et ce sont des petites structures. Alors, je n'ai pas de modèle. Je ne dis pas il faut que ce soit une entreprise, une association but lucratif, ONG. Je laisse la liberté aux gens. Il y a tout dans le réseau, quoi. Il y a seulement une règle, c'est que je ne suis pas impliqué, je ne touche pas d'argent, je n'ai pas de commission, je n'ai pas de capital, je suis libre. Je partage avec les idées, mais pas avec le pouvoir. Et je crois que c'est très important que le rôle du leader du futur est un leader qui célèbre l'obsolescence de sa présence. Le jour qu'on n'a plus besoin de moi, je suis convaincu que je fais un bon travail. Tout le temps qu'on a besoin de moi, il faut que je bosse plus pour que je me libère de cette responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle on a créé des structures. Il y a déjà 25 ans, Zeri, Colombie. Il y a 24 ans, Zeri, Brésil. Qu'on a commencé à créer des structures où les gens prennent soin de soi-même et de leurs projets. Notre financement est toujours local. Il n'y a pas un pot d'argent commun ici en haut. Je l'avais jusqu'à 2000. Et j'ai décidé que la décentralisation est aussi une libération des pouvoirs locaux. Alors, notre décentralisation est absolue, elle est claire, mais ça m'a donné toujours la liberté de voir épanouir des projets dans des domaines où moi je ne pouvais jamais m'imaginer. Parce qu'une fois qu'il y a des leaders locaux, vous verrez immédiatement d'autres éléments, d'autres réflexions, d'autres connexions, d'autres tissages que se fait entre plusieurs projets qu'il était impossible de s'imaginer par une personne. Mais comment tu as trouvé au départ tes leaders locaux et comment tu as trouvé ce réseau de 3000 scientifiques dont tu parles autour de toi? Quelles étaient les procédures? C'est l'agrégation, la chance, les rencontres? Tu n'as pas mis des annonces sur Internet? Comment tu as fait? Ce sont des opportunités qu'on reçoit le moment même, on ne se rend pas compte de quelle était la grande opportunité. Pourquoi les 3000 chercheurs? Comment ça se fait que j'ai 3000 chercheurs? Eh bien, en 1994, le gouvernement japonais, l'Université des Nations Unies m'ont invité de lidérer une équipe de réflexion pour préparer le protocole de Kyoto. Alors j'ai démarré avec 82 chercheurs japonais payés par le gouvernement japonais sous l'égide des Nations Unies et j'étais le seul non scientifique. Parce que le but est de s'imaginer les modèles d'affaires du futur et pas les sciences, ni les techniques. Mais une fois que je m'imaginais les modèles d'affaires, j'avais l'appui des scientifiques. En 1994, j'avais déjà dans mon bureau un T1, une connexion Internet broadband. Il y avait 1000 personnes dans le monde entier qui l'avaient.
C'est-à-dire que j'étais connecté avec les laboratoires Lawrence Livermore aux États-Unis, j'étais avec le Fraunhofer, j'étais connecté avec ITRI à Taïwan, l'Académie des sciences en Suède, c'est-à-dire que j'avais des connexions. Et tout le monde a eu l'occasion à l'époque où il n'y avait presque pas d'Internet, certainement pas beaucoup de vidéos Internet. À ce moment-là, j'avais l'occasion d'exposer les gens aux réflexions transformatives que je proposais. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup plus de gens s'y sont intéressés. Alors une fois en 1997, que j'ai démarré à faire des projets sur le terrain, les scientifiques se sont encore beaucoup plus intéressés parce que les innovations dont je parlais sont des innovations qui sont transformées en réalité. Et alors je suis devenu le fournisseur des données de première main. Pour des doctorats, c'est idéal. Avec 200 projets, on a plus de 2000 doctorats. Avec 2000 doctorats, vous avez des amis dans le monde académique parce que d'une autre manière, un autre projet a quand même donné l'inspiration pour des doctorats qui ont transformé la vie d'un académique dans un autre sens. Et c'est la raison pour laquelle on a pu maintenir très actif notre réseau. Et bien entendu, il y a des jours qui sortent et d'autres qui se rejoignent. Et c'est la dynamique de la vie. C'est la dynamique de la vie. Alors après cette très belle exposition d'une non-organisation et d'un processus justement poussé d'auto-organisation, revenons maintenant à l'humanité et à son futur. Donc tu as montré beaucoup de possibilités d'espoir, il y a quand même aussi des risques, on n'est pas des idéalistes même si on est tous les deux des optimistes. Donc comment tu vois les développements des prochaines années, quelles sont les grandes menaces? Par exemple, on parle du transhumanisme, est-ce que c'est une force ou une menace pour toi? Donc quelles sont les grandes menaces, quels sont les grands espoirs ou les grandes forces positives et négatives pour l'humanité, disons des 10 à 20 prochaines années, pour ne pas aller au-delà, parce qu'après c'est un peu de la science-fiction. Donc quelles sont pour toi ces grandes forces positives, négatives, quels sont ces grands problèmes, quels sont ces grands espoirs? Le plus grand problème, c'est l'ignorance. Hmm. Nous sommes ignorants des opportunités que nous avons devant nous. C'est le plus grand problème. C'est-à-dire que si on a décidé d'opter pour les OGM, c'est parce qu'on est ignorant des autres opportunités. Nous sommes ignorants. L'être humain est le Homo non sapiens. On n'est pas Homo sapiens sapiens, c'est Homo non sapiens. On ne sait rien. Et deuxième grand problème, c'est qu'on se laisse influencer par la pub qu'on appelle le journal du jour. Le journal du jour est devenu une pub. Je ne comprends pas du tout pourquoi on devient si fasciné par une automobile autonome qui est connectée avec des satellites qu'on peut hacker sans problème et on peut renvoyer la bagnole contre un mur de béton. Je ne comprends pas. Comment est-il possible qu'on n'a pas un objectif au-delà de l'autonome, de la voiture autonome, et qu'on ne se dit pas comment allons-nous finalement réussir à réduire la mortalité sur les routes avec un facteur 10? Alors là, ça me motive. La voiture autonome, ça motive pour rien. Pourquoi faire? Alors tu viens de critiquer la voiture autonome, ce qui était intéressant dans son principe, mais alors pour les OGM, c'est aussi, je pense, intéressant pour beaucoup de gens que tu nous dises pourquoi en fait on n'a pas besoin d'OGM par rapport à... Mais on n'a pas besoin des OGM parce que les OGM, c'est quand même une promotion d'un produit, d'un brevet, d'une entreprise qui souhaite vendre. Et de ce que nous devrions faire, ce n'est pas promotion de vente, c'est de trouver des vraies solutions à des vrais problèmes. Alors, si le problème, c'est le risque d'avoir plus de malvoyants parce qu'on n'a pas assez de bêta-carotène dans le riz, alors la réponse n'est jamais OGM Syngenta pour promouvoir le riz doré. Jamais, parce que l'eau d'irrigation dans les champs de riz nous donne 40 fois plus de bêta-carotène qu'on peut injecter dans les gènes du riz. Alors, je ne comprends pas du tout la réflexion OGM. Ce que je comprends, c'est que les gens qui font la promotion pour les OGM ont tout intérêt pour nous faire croire que la solution pour les pauvres aveugles, c'est ça,
Mais ce n'est pas du tout la solution. La vraie solution, c'est qu'on offre aux agriculteurs de riz une option des revenus supplémentaires avec le spiruline qui pousse dans l'eau d'irrigation du riz. Alors là, je suis content d'en parler et de le partager et de démontrer que quand même les solutions qu'on nous propose tout le temps, avec une certaine gloire et prestige pour les scientifiques, au fond, est une ignorance de comment fonctionnent les écosystèmes. Alors, un mot sur le transhumanisme, parce que c'est un sujet dont tu parles très peu, et c'est aussi un sujet quand même qui est très devant nous. Quelle est ta position? C'est une crainte? Tu penses que c'est en fait très surfait, que ça ne va pas arriver, ou que c'est au contraire positif? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport au futur de l'humanité sur la question du Je transhumanisme? l'ignore, Tu l'ignores. je l'ignore, Oui. je me mets dans le débat. Ça n'a rien à voir avec notre capacité de répondre aux besoins de base pour eau, Hmm. pour nutriments, pour hébergement, pour santé, pour énergie renouvelable et pour une éthique avec une inspiration éducative. Alors dites-moi, ça me répond aux besoins de base? Pour moi, non. Alors je l'ignore. Alors, pour le futur de l'humanité, justement, tu disais que tu parlais des champignons, tu parlais de 25 millions de fermes à champignons. Je t'ai entendu dire, je crois qu'on peut, avec 25 millions de fermes à champignons, nourrir 10 milliards de personnes sur Terre. Donc, tu fais partie des optimistes qui disent qu'en fait, il n'y a pas de limite, ou il y a qu'une limite, mais à la croissance de la population, les gens les avocats du diable ou de malheur qui nous disent qu'on va être beaucoup trop nombreux sur Terre, etc., tu les ignores, tu penses qu'ils se trompent, tu as des solutions alternatives à proposer? Il est évident, avec notre système de production et de consommation actuel, jamais nous serions capables de nourrir 10 milliards. Mhm. Mais nous avons un système assez dépassé. C'est-à-dire que pourquoi pour moi le café ou le thé est si symbolique? Parce que nous ne consommons, nous ingérions que 0,2% de la totalité des biomasses du caféculteur Mhm. et le reste sont des déchets. Alors je peux faire 500 fois plus si je fais pousser des champignons. 500 fois plus. Alors sur 200 millions de tonnes de café, ça représente quand même plus que le double de la pêche actuelle, y inclut la cultivation artificielle des poissons. Alors, rappelons-nous quand même, je ne parle que du café, on rajoute le thé, on rajoute la paille. La paille aujourd'hui, on fait des OGM de riz et d'autres cultures pour qu'on ait moins de paille parce qu'on ne sait pas quoi faire. Moi je dis, mais qui sont les gens qui se foutent derrière? Parce que la paille a toujours été un instrument de création de nourriture. Nous avons les grands programmes, par exemple en Serbie, où la paille est utilisée pour faire des nutriments pour le bétail, après un traitement avec des champignons. Mais je ne comprends pas du tout pourquoi on est arrivé à la conclusion qu'on a une pénurie. On a une pénurie avec notre modèle de production de consommation, avec notre choix de technologie, avec notre perception de l'être humain qui est supérieure à tous les autres. Alors là, je suis d'accord, mais je crois que nous devrions quand même préparer un peu nos enfants, d'être plus humides, de penser quand même plus aux nécessités et aux besoins de base. Et quand on arrive là, je constate qu'il y a l'abondance. Alors pour conclure, c'est quoi un peu ton, j'allais dire ton secret de réflexion? Est-ce que c'est par exemple d'imiter la nature? Est-ce que c'est le biomimétisme? Est-ce que c'est la notion de cycle justement, donc la nature n'a pas de poubelle? Grande phrase importante évidemment. Quel est le secret en quelque sorte intérieur qui guide tes réflexions, qui guide ton innovation par rapport justement, puisque tu proposes un modèle qui est différent du modèle de consommation actuel? C'est basé sur quoi? C'est basé sur quels archétypes, sur quelles idées, sur quels secrets? Bien entendu que la nature est mon maître. C'est la nature qui a résolu tous les problèmes, qui a survécu tant de drames. C'est pour ça que la nature reste encore et toujours une grande inspiration. Mais ce n'est pas pour imiter, c'est pour s'y inspirer. Le plus important, c'est que la communauté s'est créée grâce à votre capacité de répondre aux besoins de base avec ce que vous avez localement disponible.
Premièrement, pour moi, c'est toujours la même recherche. Qu'est-ce que nous avons disponible? Malheureusement, l'être humain croit que pour avoir quelque chose disponible, il faut avoir 4 saisons. Alors on élimine toutes les régions tropicales. Ce que nous avons besoin, c'est de ne pas chercher le produit le moins cher du marché pour pouvoir faire la concurrence. Il faut chercher les plus-values. Et alors, je ne parle même pas de l'économie de cascade, circulaire, serrée, etc. De ce que nous avons besoin, ce sont des modèles d'affaires qui sont une vraie transformation. Et la transformation se fait seulement si nous sommes capables de voir toujours, partout, tout le temps, avec tout ce que nous avons, des plus-values. C'est la créativité humaine. La belle créativité humaine, c'est que l'être humain est capable de s'imaginer quelque chose. Nous sommes capables de rêver. Mieux encore, nous sommes capables de faire mieux que nos rêves. Et c'est là où est le secret. Vous donnez la liberté de rêver et de dire, mais voilà, je le ferai. Et grâce au travail avec des autres, et grâce à la collaboration de tant de personnes, et grâce à ces forces de la nature qui existent, je suis capable de faire beaucoup mieux que mes rêves. Merci Gunther, c'est une très belle conclusion.